Bonsoir Patrick Mignola. Bonsoir Anna Cabana. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Alors évidemment, on va commencer avec cette polémique, ce malaise qui ne cesse de grossir autour de l'incendie de l'usine de Rouen. La publication de la liste précise des produits a enfin été publiée hier soir. Donc 5253 produits chimiques ont été détruits dans l'incendie. La ministre de la Transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne, elle est auditionnée à l'Assemblée nationale. Enfin, ça va être le cas dans quelques minutes. Mais dès ce matin, sa collègue de la Santé, Agnès Buzyn, a reconnu, je la cite, que personne ne savait ce que donnaient ces produits mélangés quand ils brûlent. Et ce qui est reproché au gouvernement, au-delà même des conséquences sanitaires, au fond, c'est une communication de crise laborieuse, voire pire. Alors on va écouter Adrien Quatennens, donc député insoumis. Il remet en cause clairement le Premier ministre Édouard Philippe. On l'écoute. Depuis la publication de la liste des produits hier, les scientifiques qui prennent la parole disent effectivement peut-être que le Premier ministre a parlé un peu tôt lorsqu'il a dit c'est pas nocif. Vous voyez, moi je pense que c'est pas rassurer qui est le plus important, c'est d'abord dire la vérité. Quand on ne sait pas encore, par définition, vous comprendrez qu'on ne dit pas qu'il n'y a pas de nocivité quand on n'en est pas sûr. On a eu d'abord, dans un premier temps, des discours extrêmement rassurants qui ont été en contradiction avec les mesures conservatoires qui ont été prises. Moi, je le dis, le but, ça n'est pas de rassurer pour rassurer. Les Français sont en mesure d'entendre la vérité. Alors, c'est vrai qu'on est d'accord que ce que dit Adrien Quatennens, lundi, quand Édouard Philippe va à Rouen et qu'il dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, qu'il y a des odeurs gênantes, mais qu'elles ne sont pas nocives, et qu'aujourd'hui, eh bien, on a Agnès Buzyn qui dit qu'on n'a aucune certitude, il y a un problème de communication, pour ne pas dire vraiment pire. Enfin, pendant 3 jours, on a entendu que le gouvernement ne disait pas la vérité parce qu'il ne disait rien. Voilà. Et puis au moment où le gouvernement a commencé à parler, parce que les tests avaient été faits, parce que ce qu'a dit le Premier ministre était juste, était vrai, c'est-à-dire que les tests qui avaient été faits dans l'air nous prouvaient qu'il n'y avait pas de nocivité, on a dit que finalement il avait parlé trop vite. Bon. Le plus important, c'est d'abord que la population sache ce qu'elle risque. Enfin, moi, je me mets à la place des Rouennaises, des Rouennais qui ont des enfants. Je pourrais avoir exactement la même inquiétude qu'eux. Et c'est normal. On leur dit qu'il n'y a pas de risque, mais les enfants ne vont pas à l'école. Les écoles sont fermées. Non, mais vous voyez le paradoxe, quand même. Oui, parce qu'on a à la fois, d'un côté, une obligation de principe de précaution, et c'est bien le moins qu'on puisse faire. C'est normal qu'on se dise, si d'aventure il y avait le moindre risque pour les populations les plus fragiles, il faut les respecter, les protéger. De la même façon qu'on a dit aux agriculteurs, vous laissez vos productions de côté tant qu'on n'a pas l'absolue certitude que ça soit bien. La ministre de la Santé ce matin a dit, au fur et à mesure qu'on reçoit les analyses, ce qu'elle sait, c'est-à-dire que pour le moment, effectivement, on a des éléments rassurants. Après, principe de précaution. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans la communication politique, dans un moment comme ça, où le drame est total, on peut attendre précisément de l'exécutif une forme de prudence et néanmoins de précision. Or, ils n'ont été ni prudents ni précis. Ils ont été prudents parce qu'ils ne pouvaient pas être précis. C'est ça qui s'est passé à Anna Cabana. Si vous voulez des réponses immédiates, et on voit bien qu'un certain nombre de personnes qui étaient trop angoissées sur le terrain, ou un certain nombre de parlementaires qui ne cherchent que la polémique et qui finalement ne font que rajouter de l'huile sur le feu, voulaient qu'on leur dise que tout était nocif, que tout était compliqué et qu'il fallait quasiment évacuer l'agglomération de Rouen. Non, la responsabilité politique, c'est pas celle-là. On doit s'exprimer quand on sait ce qu'on peut dire. Et en l'occurrence, il faut quand même faire confiance aux scientifiques, il faut quand même faire confiance à des instituts indépendants. C'est pas le gouvernement, c'est pas les parlementaires, c'est pas les maires qui sont sur le terrain, qui sont eux aussi désemparés, qui vont décider si dans le cas d'un accident comme celui-là, c'est dangereux ou c'est pas dangereux. Ce sont les scientifiques. Donc par précaution, on met tout le monde en précaution. Oui. Mais en revanche, on fait pas de grandes annonces, parce que si on annonce que tout va mal, on affole la population et on crée un mouvement de foule parce que tout le monde voudra quitter Rouen. Si au contraire, on dit que tout va bien, on peut se le faire reprocher. Mais est-ce que vous Donc, ne croyez pas que on donne les informations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Le gouvernement aurait pu, par exemple, venir se délocaliser à Rouen, histoire d'afficher précisément, de marquer un symbole politique très fort et de dire, eh bien, on est là où vous avez peur, on est là où ça va mal, nous, le gouvernement. Il y a eu 5 ministres qui sont venus en 48 heures. Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec une délocalisation symbolique du gouvernement. Vous savez, moi j'ai été maire 20 ans. Si dans ma commune ça m'était arrivé, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on me dise le plus vite possible quels étaient les risques encourus. Pas de recevoir la moitié ou les 3/4 ou même la délocalisation du gouvernement. Les ministres, ils sont là pour que le pays fonctionne, et faire fonctionner un pays, c'est veiller à mettre en sécurité nos concitoyennes et nos concitoyens. On l'a fait au fur et à mesure. J'étais avec Édouard Philippe dimanche.
On a parlé principalement de Rouen dimanche parce qu'ils recevaient les informations au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et au fur et à mesure que les informations arrivaient, j'en suis le témoin personnel, ils les diffusaient sur le terrain. Donc, si on a une conséquence à tirer, je crois, au stade où on en est, c'est probablement que dans les plans communaux de sauvegarde qui sont imposés aux maires, et c'est des bonnes choses pour que quand il y a un accident technologique, quand il y a une catastrophe naturelle, on prenne toutes les mesures de précaution, des mesures conservatoires, on appelle ça comme ça. Il y a aussi des mesures de communication. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle surcommunication sur les réseaux sociaux, accompagnée de fake news complètement affolantes. Moi, je pense que pour des personnes et soupçonneuses, conspirationnistes, j'ai même lu des choses comme quoi le décès de Chirac avait été commenté exprès sur cette période-là pour qu'on ne puisse pas dire la vérité sur Rouen. Il faut que là, la puissance publique en tire les conséquences. Et moi, je pense que c'est ça notre défaut. Je reconnais cette faute-là. Il faut que nous aussi, on soit présents sur les réseaux sociaux, que les élus locaux, que le gouvernement viennent contrer les fakes, pour moins affoler la population, et au fur et à mesure, diffuse en ligne officielle. Mais là, vous êtes très, très, très loin du compte, parce qu'à ce stade-là, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont totalement... Se sont enflammés. Oui. On avait même des communiqués de presse, des faux communiqués de presse de la préfecture pour affoler plus encore la population. Je ne vois pas bien ce que les gens qui font ça, d'ailleurs, ont à gagner à affoler ainsi tout le monde sur le terrain. Je ne vois pas, ça leur rapporte ni argent, ni notoriété, ni prestige. Il faut apprendre la communication de crise dans le nouveau monde, quand même. C'est ça le sujet. C'est probablement ça. Et comme c'est un monde qui, par définition, change de règles tous les 4 ou 5 mois, moi je pense que la règle, c'est humilité, sang-froid. L'humilité, on ne parle pas quand on ne sait pas. Et sang-froid, à chaque fois, on prend la mesure adaptée. Ce serait un drame absolu si dans 15 jours, on se rend compte qu'il y a eu des effets nocifs. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons des informations rassurantes et c'est heureux. Mais s'il y avait eu des éléments nocifs et que dans 15 jours, on s'en était rendu compte, là, on aurait été en faute. Mais si on se rend compte dans 15 jours qu'il n'y a pas eu d'éléments nocifs, il faudra ainsi en tirer les conséquences quand des parlementaires comme Adrien Quatennens, qui a des qualités par ailleurs, mais qui là joue, c'est le cas de le dire, un peu trop avec le feu. On ne fait pas de politique politicienne avec la santé des gens. C'est quand même dommage de travailler dans ces conditions-là. Et il faudra en tirer les conséquences, nous, pour qu'après, effectivement, on communique mieux sur le terrain. Alors, après le risque, en tout cas la crainte de cette crise sanitaire, il y a une crise sociale qui menace aussi le pays, on peut dire ça. Une mobilisation assez rare dans la police, des hôpitaux au bord de l'asphyxie, la réforme des retraites qui suscite encore et encore des contestations. Alors d'abord, la police. Cet après-midi, 27 000 policiers ont battu le pavé. C'est le chiffre des organisateurs, de la Bastille jusqu'à la République. Pour ce qu'ils ont appelé la marche de la colère, on va voir ces images. Alors, c'est pas des images neutres, parce que c'est assez inédit, ça ne s'est pas produit depuis 2001. On va écouter Frédéric Pechnard, l'ancien directeur de la police nationale, qui est aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France. Ça fait 18 ans qu'il n'y a pas eu de manifestation de tous les syndicats de police, et ça, c'est un signal qu'il faut que le gouvernement entende. Ça veut vraiment dire qu'on arrive à une situation de ras-le-bol généralisé. Il faut des commissariats pour accueillir les gens, il faut des voitures pour que les patrouilles puissent rouler, il faut des ordinateurs, il faut investir dans la police technique et scientifique, il faut investir dans la formation, voilà. Et ça, c'est tout ça qui est en train de baisser. Voilà, Patrick Mignola, est-ce que cette mobilisation, au fond, elle signe un vrai malaise, mais ce n'est pas seulement le manque de moyens. C'est des moyens humains, des moyens techniques. Je suis d'accord avec ce que dit Frédéric Pechnard. Il y a évidemment besoin de beaucoup plus investir techniquement. Je suis moins d'accord avec la fin parce qu'il dit, parce que désormais il fait de la politique, il dit que maintenant ça baisse. Je dis non, ça augmente continuellement depuis le début de ce quinquennat. Et moi je fais de procès d'intention à personne, mais on sait bien que sur la dernière décennie, les moyens avaient baissé en effectif. Et les moyens étaient insuffisants. Il suffit de voir l'état des commissariats aujourd'hui, quand justement on investit beaucoup pour les rénover. Ensuite, il y a une affaire de considération, parce qu'on n'a pas suffisamment dit, je crois, que les policiers ont contribué à stabiliser la République quand elle a vacillé. Il faut regarder les choses en face. On a suffisamment de recul désormais sur la crise des Gilets jaunes. Pour savoir qu'il y a eu risque. Il y a eu quelques semaines. Il y a eu certains samedis où nous aurions pu vaciller, où nos institutions auraient pu être attaquées, où des ministères ont été envahis. Attaqués. Voilà. Si un ministre avait été tué, et puis, au-delà de ça, s'il y avait eu des incendies, il y a eu quelques incendies volontaires, on aurait pu avoir plusieurs familles et des enfants qui auraient pu mourir lors de ces manifestations. Les policiers ont été là, ils ont répondu présent. On n'a pas su leur dire merci.
Bah oui, parce que quelques semaines après et quelques mois après, qu'est-ce qu'on entend? D'une part, de leur part, il faut d'abord les entendre eux, c'est de dire, il faut aller encore plus loin. Vous aviez dit, il faut 10 000 policiers sur le quinquennat, aujourd'hui on a fait la moitié, il faut peut-être aller à 10 000 un peu plus vite qu'avant la fin du quinquennat. Ils nous ont dit, on a besoin de revivre dans nos familles. S'il y a autant de suicides de policiers aujourd'hui, c'est parce que quand on a un statut de policier où on a seulement un week-end préservé sur 5, une de leurs revendications, c'est d'en avoir 1 sur 3. Vous voyez, c'est pas que de l'argent, c'est aussi de la vie personnelle et de la vie de famille. Il faut savoir l'entendre. Et puis dans la population, c'est un peu comme après les attentats. On les aimait tous après les attentats, et puis au bout de quelques semaines, on recommençait à critiquer les policiers. Là, c'est la même chose. Je pense qu'à un moment, ils ont contribué à sauver la République, et maintenant, on recommence à les critiquer. Il y a plein de populations qu'on est censé aimer, mais on ne sait pas les payer et les reconnaître à leur juste valeur. Alors, un mot sur le malaise dans les hôpitaux. Plus de 260 services d'urgence qui sont actuellement déclarés en grève, malgré le plan Buzyn. Ce matin, dans Le Parisien, vous avez vu 108 personnalités, parmi lesquelles Véronique Sanson, Vincent Lindon, Charlotte Gainsbourg, etc., ont apostrophé Emmanuel Macron. L'hôpital public a besoin de réformes, mais aussi et surtout de moyens, disent-ils. Donc, cette lettre ouverte, elle fait suite à la présentation lundi du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui demande encore un effort aux hôpitaux. Est-ce que, en fait, disons les choses, est-ce que c'est bien raisonnable d'aller leur demander des efforts? Alors, il y a une restructuration de la politique hospitalière, c'est une chose. Les vrais moyens qu'il faut dans les urgences, ce sont des médecins, des infirmières, des aides-soignantes. Des médecins, malheureusement, on en a trop peu, on le sait. Parce que c'est seulement nous qui, quand on est arrivé aux responsabilités, avons fait sauter le numerus clausus. Mais maintenant qu'on aura plus de médecins en formation, il nous faudra 10 ans pour les récupérer. Donc la solution qu'on a proposée, c'est de rapprocher la médecine hospitalière et la médecine de ville pour que tout le monde fasse un effort dans cette situation d'urgence pour les urgences, où d'un côté, les médecins de ville et les médecins hospitaliers puissent se répartir la charge de la responsabilité. Après, il y a besoin de plus de moyens pour qu'on n'ait plus de brancards dans les couloirs. C'est des moyens pour les lits eux-mêmes, c'est des moyens informatiques aussi. Vous voyez l'hôpital Bichat à Paris qui est très informatisé pour repérer les lits qui sont disponibles et mieux servir les personnes quand elles arrivent à l'hôpital. Il faut le faire également. Et on est en responsabilité et donc on assume cette responsabilité. Mais ce que nous décrivons aujourd'hui, c'est le stade ultime et insupportable d'une situation dans les hôpitaux et dans les urgences qui est au fond qu'une accumulation d'erreurs et de manque de moyens depuis 20 ans. Donc on met les moyens, on réorganise, et il ne faut surtout pas penser en silo, en disant tiens, on va mettre plus de moyens dans les urgences, parce que demain, on aura de nouveau le problème de la désertification médicale. Ou alors, on met plus de moyens dans les maisons de santé sur le terrain en province, là où il n'y a pas suffisamment de médecins, oui, mais il manquera ensuite de l'argent à l'hôpital. C'est bien une rénovation complète du système de santé qu'il nous faut. Et on n'y est pas, là. Et il faut que tout le monde y participe. Et moi, vous en conviendrez. Oui, moi, ce que vous appelez de vos voeux, ce n'est pas exactement ce qu'on ça avance très doucement. Je comprends que les Français... Vous avez le sens de la litote. Pensent que... Non, mais je vais aller au fond des choses. Les Français pensent que ça va trop doucement. Et ils ont raison. Moi, je les appelle aussi à participer dans l'esprit de responsabilité. Et je le fais chez moi, à Chambéry, en disant aux gens, voilà, on a un problème avec les urgences. On a tout fait localement, on a rapproché l'hôpital et la clinique pour que la clinique fasse très bien fonctionner aussi son service d'urgence. On est en train de passer des conventions avec les maisons de santé pour que les médecins de ville viennent donner le coup de main. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de coup de baguette magique pour qu'il y ait tout d'un coup 20 médecins de plus qui arrivent à Chambéry. En revanche, il faut aussi que la population nous aide. Et moi, j'ai dit à plusieurs reprises que quand on a besoin d'aller aux urgences, il faut y aller quand on est vraiment en besoin absolu. Et pas pour engorger les services d'urgence et à ce moment-là mettre en difficulté sans qu'on en ait vraiment besoin. Donc vous appelez les Français à se responsabiliser sur ce dossier. Nous devons assumer notre responsabilité, les médecins aussi, et il faut que tous les Français participent à cette réinvention de notre système de santé. Alors un mot sur la réforme des retraites. Vous êtes membre de la commission des affaires sociales. On peut dire que vous avez du pain sur la planche sur ce sujet, quand même, objectivement. Oui, en plus, ce qui est compliqué, c'est que vous voyez bien que là, Emmanuel Macron, il a essayé d'utiliser, au fond, cette réforme pour montrer le nouveau Macron, c'est-à-dire le Macron qui écoute, qui négocie et qui peut-être est prêt à quelques concessions. Comment vous voyez les choses? Parce que c'est ça le sujet. Cet acte 2, c'est un acte 2. Ah non, c'est pas... Sans concession sur le système de retraite qu'on voudrait obtenir, c'est-à-dire un système de retraite par points qui est plus juste, qui est plus équilibré, qui est plus facile à financer. On n'y arrivera pas. Il faudra des concessions.
D'abord... C'est une révolution dans le macronisme, de dire un truc pareil, quand même. Oui. Vous savez... Macron, c'était pas de concession. Moi, j'ai porté le premier texte, qui était la réforme du Code du travail en matière sociale. Et je crois qu'on en a fait quelques-unes. Mais vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. C'est-à-dire, vous ne l'avez pas dit, vous l'avez tu. Alors, probablement qu'on a fait parfois trop vite, parfois trop brutalement. Si vous voulez que je le reconnaisse, je le reconnais volontiers. En même temps, j'observe que ça produit quelques résultats. Voilà, on Donc atteint vous battez votre couple, mais pas totalement. Non, mais c'est-à-dire qu'on bat notre couple dans la forme. C'est-à-dire de temps en temps, les petites phrases, l'arrogance qu'il y a pu avoir sur un certain nombre de mes collègues à l'Assemblée nationale, c'était un peu désagréable d'avoir le sentiment que voilà, c'est comme s'il ne s'était rien passé avant et que désormais on avait la vérité révélée. Bon, ça c'était des erreurs de méthode, d'attitude, et ça a été très mal vécu par les Français. Pour autant, ça a produit des résultats. Moins de chômage, des finances plus sincères, plus de monde dans l'apprentissage, des entreprises qui ont plus confiance. Bon, il faut que désormais, on passe au moment où on peut redistribuer les fruits de ce qu'on a pu faire pousser à nouveau dans l'économie française. Et en matière de retraite, il faudra des concessions, je vous le confirme. Et parmi ces concessions, ce sera... Il faudra le dire à Emmanuel Macron. Protection, parce que c'est pas un mot qu'il aime beaucoup, quand même. C'est le président de la République, s'il est arrivé aux responsabilités, c'est parce qu'il fallait tout changer. Les Françaises et les Français l'ont élu pour tout changer. Donc il est arrivé, il l'a fait. Ce qui est plutôt bien. Je veux dire, dans 18 mois, on aura peut-être d'ailleurs quasiment terminé l'intégralité de l'application du programme du président de la République. Aujourd'hui, il a intégré, il a intériorisé pendant le grand débat, parce qu'il est allé partout sur le terrain, le fait qu'il fallait peut-être un peu plus prendre en considération les désidératas des Français. Mais parce que les Français, ils sont devant une injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois tout qu'on change dans leur vie, parce qu'ils voient qu'ils pourraient vivre bien mieux dans ce pays qui est pourtant formidable, mais dont ils bénéficient assez peu, et dont ils n'ont pas le sentiment que leurs enfants pourront s'élever dans l'échelle sociale dans les années qui viennent. Donc ils veulent qu'on change tout, mais ils ont aussi une réticence à tous ces changements, parce que dans un monde qui va tellement vite autour d'eux, si on n'explique pas le cap, si on ne redonne pas à chaque fois le cap pour leur dire où on va les emmener, forcément, ils nous bloqueront. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle de votre parti, le MoDem. Donc, vous avez tenu votre université d'été de rentrée, à Guidel. Donc, plusieurs ministres étaient présents, et même le Premier ministre Édouard Philippe, ce qui a donné lieu à des roucoulades, n'est-ce pas, devant les caméras, entre François Bayrou et Édouard Philippe, alors même qu'on sait ce que l'un pense de l'autre et réciproquement. Est-ce que vous pensez que ça y est... Ils ne pensent rien l'un de l'autre. Oh, bah, attendez, non. Ils ne pensent rien l'un de l'autre. Non, mais Il y aurait pu avoir un François Bayrou à Matignon. Oui, bah donc il le pense très très fort, François Bayrou, ça, et en vous fait, le savez bien. mais il l'a pensé, il aurait même fait un très bon Premier ministre. Je pense qu'il aurait été beaucoup mieux, disons-le. Et puis on avait un Édouard Philippe qui était un des patrons fondateurs de l'UMP. Certes, oui. Donc ils n'avaient rien pour penser du bien l'un de l'autre. Ça paraissait assez logique au départ. Alors, aujourd'hui, ça s'est avéré d'ailleurs. Je crois que François Bayrou l'a dit à plusieurs reprises, il considère qu'il faut être 5 ans Premier ministre sous la Ve République, surtout depuis qu'il y a le quinquennat. Donc il n'en veut pas à Édouard Philippe d'avoir été à Matignon. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il le trouve à la hauteur pour autant. C'est un autre sujet. Je crois qu'aujourd'hui, il a considéré qu'Édouard Philippe avait pris une solidité, avait pris une épaisseur, notamment dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Et la relation entre les personnes s'est améliorée, mais au fond, ce n'est pas que les personnes qui comptent dans la vie publique, c'est aussi ce qu'on fait. Et aujourd'hui, pour faire, il faut une majorité plus large. Et s'il y a 2 personnes qui peuvent élargir la majorité constituée autour de ce puissant parti qu'est La République En Marche, mais qui doit s'appuyer sur beaucoup plus large que ça pour aller au plus profond du pays. Un puissant parti tout à fait adolescent. Vous avez dit ça quand même, qu'il était au stade adolescent. J'ai dit qu'il était au stade adolescent dans la préparation des élections municipales. Oui, voilà. Quand on est adolescent, on a tendance à se construire en confrontation avec les autres. Tandis que vous êtes un senior finalement. C'est pas une bonne idée. Vous, le MoDem. Oui, voilà. Disons qu'on a des élus locaux. Voilà. On sait qu'il vaut mieux travailler avec des maires, même s'ils ne sont pas de notre étiquette, s'ils ont bien travaillé sur le terrain. Il faut savoir douter parfois de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas bien. Ça va pas être facile, les tractations avec La République En Marche, donc, quand même. Ça va mieux. Pour les municipales. Ça va mieux, il y a un peu de détente. Vraiment ? Parce que, ils avaient vraiment démarré avec une ambition que nous ne partagions pas, qui était de dégager les maires en place. Partout. Voilà, candidat partout, parce que la vague de dégagisme viendra aussi sur les élections municipales. Nous, on ne croyait pas ça, on croyait plutôt que c'était l'occasion d'élargir la majorité. Et vous voyez, quand on a le tandem Bayrou-Philippe, qui se dit, à nous deux, on peut élargir encore la majorité d'Emmanuel Macron, je pense que c'est une bonne idée, et ça peut trouver sa traduction à travers les élections municipales. Aujourd'hui, j'ai vu que la stratégie de La République En Marche évoluait,
qu'ils avaient désormais envie de travailler avec d'autres maires. Et ce que j'ai dit ce week-end d'ailleurs, c'est qu'il faudrait faire attention quand même. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Et qu'il y a certains maires, ce n'est pas parce qu'ils sont bons qu'on est obligé de tout supporter et de faire des alliances avec n'importe qui. Donc finalement, ils ont vraiment dépassé le stade adolescent. Et bien, C'est ça. à présent, Patrick Mignola, j'accueille le journaliste Nicolas Domnac qui vient mettre son grain de sel. Bonsoir, Nicolas Domnac, bonsoir. Bonsoir Patrick Mignola. Bonsoir, Nicolas Domnac. Écoutez, justement, Emmanuel Macron écouterait donc les Français, mais est-ce qu'il écoute les centristes? C'est quand même une question qui reste en suspens. Parfois, on se dit qu'il serait peut-être l'héritier de Georges Pompidou, vous savez, qui disait « les centristes, on les roule dans la farine, puis on les fait frire ». Je prendrais comme exemple Sylvie Goulard, qui est quand même quelqu'un que François Bayrou ne veut pas supporter pour raison de trahison interne, et qui a été nommé commissaire européen. Alors peut-être que c'est un exemple mauvais, selon vous, mais est-ce qu'il y a des exemples qui iraient dans l'autre sens? Non, c'est un bon exemple. On sait que François Bayrou fait partie des quelques-uns qui peuvent parler avec le président de la République et qui peuvent avoir une influence sur lui. Je pense qu'au moment de la crise des Gilets jaunes, qui était tout à fait nouvelle dans ce pays, Bayrou, qui sait humer le terrain, qui sent assez bien la France, a pu contribuer à faire évoluer à la fois la position du président de la République et puis les mesures que le gouvernement en a retirées. Après, effectivement, on ne gagne pas tous les arbitrages. Et en l'occurrence, sur la désignation de Sylvie Goulard, moi, j'étais un peu mal à l'aise cet après-midi quand je la voyais au Parlement européen interrogée par les parlementaires, parce qu'elle a évidemment les compétences, elle est hautement qualifiée, elle a le réseau relationnel, elle parle suffisamment de langues pour faire le job, très bien. Mais le fait que la représentante pressentie de la France soit interrogée sur des affaires dont le mouvement démocrate souffre encore, voilà, sur les assistants parlementaires, on ne sait pas ce que ça donnera, c'était effectivement un choix difficile, parce que ça pouvait abîmer l'image de la France. Et au-delà du fait qu'elle est effectivement passée par le MoDem pour prendre un poste, et puis une fois qu'elle l'a pris, elle a quitté le MoDem, c'est arrivé à d'autres par le passé, on va s'en remettre, on s'en est remis d'ailleurs. C'est pas forcément bien qu'on puisse affaiblir l'image de la France, quand au contraire le président de la République a remis notre pays au centre du jeu européen. Alors, prenons un autre dossier important, vous êtes des gros bosseurs au groupe centriste, l'immigration. La façon qu'a eu le président d'aborder la question, est-ce qu'elle vous a vraiment mis à l'aise? Oui, vraiment oui. Il y a chez nous des personnes qui peuvent avoir des sensibilités plus orientées à gauche, plus orientées à droite, mais nous, ça fait longtemps qu'on essaie de cultiver le dépassement, Nicolas Domnac, vous le savez. Et parmi tous les virages qu'il faut prendre dans l'acte 2, il y a certes un virage social, on vient de l'évoquer avec Anna Cabana. Mais il y a aussi un virage régalien. Au fond, c'est la question de l'identité française. On ne peut pas continuer à avoir un pays qui souffre à n'entendre parler de son identité que par le Rassemblement national. C'est pas possible. Et donc, c'est pas parce que le FN dit immigration que Macron n'a pas le droit de dire immigration. Il a même dit communautarisme d'ailleurs. On a besoin de parler dans ce pays de ce qu'est véritablement l'immigration. C'est-à-dire comment on fait enfin converger des politiques européennes pour que chaque pays européen ne fasse pas n'importe quoi dans un égoïsme total, comme on a laissé l'Italie il y a quelques années se débrouiller avec les migrants. On doit créer des voies légales d'immigration économique. Parce qu'on ne peut pas condamner tous les migrants qui arrivent dans notre pays à se déclarer demandeurs d'asile. Et puis on doit enfin ressusciter un mot qu'on n'utilise plus, qui est celui de l'intégration. Il faut qu'on travaille sur un vrai en même temps. L'immigration, selon le en même temps Macron, ce n'est pas l'immigration selon la vision des Le Pen. Et quand il parle de communautarisme, il parle aussi aux Français. Parce qu'il y a une confusion totale entre immigration et communautarisme. Les Français voient des bateaux de migrants sur leur télévision en même temps qu'ils voient leurs voisins se radicaliser. Ils confondent les deux, alors que ça n'a rien à voir. Il faudra qu'on travaille sur le terrain, et il y a beaucoup de maires qui le font. Il faudra qu'à l'occasion des prochaines municipales, ils s'engagent encore à le faire pour lutter contre les voies de radicalisation et de communautarisme. Donc moi, je crois au contraire qu'il faut en parler, parce que l'identité nationale française, c'est une identité de mélange et de sédimentation, c'est pas la vision Le Pen. Et pour terminer, Patrick Mignola, je voudrais qu'on fasse un peu de politique fiction. La question, elle est simple. Si vous étiez président, c'est simple. En toute simplicité. Il est déjà. Là, je suis déjà, parce que je suis président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, donc je ne sais pas si c'est... En toute modestie, donc. Si c'est pas tout à fait de la fiction. Si j'étais président, je crois que je parlerais d'école avant tout.
D'école. d'école. C'est le sujet auquel je tiens le plus. Mais vous en parlerez mieux que Jean-Michel Blanquer? C'est la question. je crois. Moi, j'ai pas toujours été d'accord avec Jean-Michel Blanquer, notamment sur tout ce qu'on doit apporter à l'école en termes de culture, de langue, de sport, d'ouverture au monde. Vous voyez, je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais pas forcément favorable à retirer les aménagements de rythme scolaire et la semaine de 5 jours. Moi, je pense au contraire qu'il faut, à l'école, dès l'école, donner aux enfants ce qu'ils n'ont pas dans leur famille. Eh bien, Et de ce point de vue-là, on peut faire mieux. merci Patrick Mignola. On a compris ce que vous feriez si vous étiez président. Nicolas, je vous garde avec moi. C'est Et vrai, dans oui. quelques instants, Fabrice Dalmeda nous rejoindra pour la conversation.